Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Facebook à l'occasion du deuxième Facebook Live de la police cantonale vaudoise. Après avoir parlé de cyberescroquerie voici 2 mois, un thème peut-être un petit peu plus léger mais tout aussi concernant, celui du chemin de l'école. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Maillard. Vous êtes la responsable communication et relations publiques à la police cantonale. Bonjour. Bonjour. Et puis, on reçoit également Nicolas Kessler, vous êtes porte-parole du BPA. Bonjour. Bonjour. On aura également un troisième invité en seconde partie d'émission. Florence Maillard, on va peut-être poser les bases de cette émission. Pourquoi a-t-on choisi de parler de la rentrée scolaire et plus particulièrement du chemin de l'école ? On a choisi ce thème pour évoquer aujourd'hui la nouvelle campagne de prévention routière qui a été mise en œuvre à l'occasion de la rentrée scolaire et qui s'intitule Un enfant, ça surprend. On aura l'occasion d'y revenir également avec quelques petites vidéos très sympathiques durant le cadre de cette émission. Je vous propose qu'on cadre un petit peu la situation avec notre petite rubrique en chiffres. Nicolas Kessler, on va peut-être ressortir quelques chiffres clés qui résument cette problématique du chemin de l'école. Alors tout à fait. Par année en Suisse, on dénombre environ 950 accidents graves qui impliquent un enfant de moins de 15 ans qui se déplace soit à pied, trottinette ou vélo. On a 180 blessés graves et 7 tués. Ce ne sont pas que des accidents qui se déroulent sur le chemin de l'école. Environ 40% de ces accidents se déroulent sur le chemin de l'école. Et si l'on analyse un peu avec l'évolution de l'âge, au début, ça concerne avant tout des piétons, puisque c'est le moyen privilégié de déplacement des jeunes écoliers. Et plus les années avancent, et plus les jeunes prennent le vélo, plus les distances sont longues, donc plus les accidentés se déplacent à vélo. Les accidents, ils sont surtout devant les écoles, devant les passages piétons, les passages cloutés devant les écoles, ou ça c'est un petit peu une habitude que l'on a quand on parle de cette dynamique? Alors on ne peut pas répondre avec un schéma cliché classique de l'accident. Il peut se dérouler à tout moment. Un enfant peut surgir devant chez lui, sur la route, comme il peut tout à coup jouer sur la place de l'école et surgir en courant après un ballon devant son établissement scolaire. On parlera de ces problèmes d'inadvertance durant toute cette émission. On reste avec vous peut-être, Nicolas Kessler, on a peut-être tendance à penser qu'il y a des périodes de l'année où la notion accidentogène est plus ou moins élevée. Vrai, pas vrai? Quels sont un peu les chiffres? Alors, historiquement, on parle aujourd'hui d'une campagne sur la rentrée scolaire. Et lorsqu'on a commencé à s'intéresser au sujet, la première chose qu'on a regardée, c'est justement l'évolution de cette accidentologie durant l'année. Et on a constaté qu'elle n'était pas particulièrement marquante lors de la rentrée scolaire en soi, mais qu'il y a au fur et à mesure de l'année des périodes où il y a plus d'accidents sur le chemin de l'école. Et simplement, ces périodes correspondent aux périodes durant lesquelles les enfants vont à l'école. Donc ce n'est pas seulement au début de rentrée scolaire qu'il faut être attentif, mais durant toute la saison où un enfant peut tout à coup surgir et bondir sur la route. La période des changements d'heure, par exemple, c'est aussi un critère qui change un peu les chiffres ou même pas? Alors, l'enfant ne fera pas de différence entre l'heure d'hiver et l'heure d'été. Cependant, il est clair que la visibilité joue un rôle à ce moment-là. Et il est important que les parents habillent aussi leurs enfants de manière claire, avec des éléments réfléchissants, à partir du moment où, le soir, il fait beaucoup plus rapidement sombre. Alors, l'idée, c'est d'être concret. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment le BPA, j'ai envie de dire, agit sur le terrain du 1er janvier au 31 décembre pour encore éviter qu'il y ait cette mort. Le but, bien sûr, ce serait, dans un monde idéal, d'avoir aucun enfant qui meurt en allant sur le chemin de l'école. Effectivement, la vision est toujours d'avoir 0 accident mortel sur nos routes. On a la campagne, on va en parler plus tard. On agit également au niveau de l'éducation, puisque là, nous avons un service qui est à disposition des instituteurs, lesquels peuvent s'adresser à nous pour recevoir du matériel scolaire. On a également ce service qui est l'interlocuteur privilégié des instructeurs de la circulation et qui a mis en place tout un programme didactique à disposition de ces instructeurs avec un certain pilonisme, donc un élément de jeu pour apprendre aux enfants. Et puis après, je dirais, la mesure reine, c'est les infrastructures routières où on a des spécialistes en matière de technique de la circulation qui peuvent analyser des tronçons, qui peuvent analyser des passages piétons afin de définir quelles mesures pérennes peuvent être mises en place afin d'assurer la sécurité. Un élément tout simple et bon marché, c'est par exemple marqué sur le sol, aux abords de la route, avec des pieds jaunes, l'endroit auquel l'enfant
peut traverser si, par exemple, dans une zone de rencontre, on n'a pas de passage piéton. Ça veut dire que dans ce cas-là, bien précis, c'est des discussions entre les municipalités, les communes et le BPA? Alors effectivement, on est l'interlocuteur privilégié des autorités communales ou cantonales qui s'adressent vers nous lorsqu'elles ont un problème de sécurité. Et notre avantage, je dirais un désavantage, nous ne pouvons émettre que des recommandations, mais à partir du moment où la commune est intéressée par nos conseils, ben là, généralement, le pas est plus facilement franchi par cette dernière et la mise en œuvre suit généralement. Florence Maillard, comment réduire ces accidents? On l'a entendu, 180 accidents, 180 blessés, 7 décès par année. Comment est-ce qu'on arriverait du côté de la police, du côté de la gendarmerie, à être efficace pour encore réduire ce chiffre? En essayant de faire passer un message, en répétant le message, en répétant que les enfants, quand ils sont sur le chemin de l'école, ils n'ont pas la même attention que nous. Un enfant, c'est distrait, un enfant, ça joue, ça échange avec des camarades, ça peut vouloir traverser la route pour vite retrouver un copain ou vite rattraper le ballon. Donc les usagers, les automobilistes, tout le monde doit être extrêmement prudent, sensible à cette thématique, à cette problématique. Les enfants ne réagissent pas comme nous. Quand ils sont sur le chemin de l'école, ils peuvent être imprudents. Et nous, en tant qu'usagers, en tant qu'automobilistes, on se doit d'être prêts à réagir à l'imprévisible. En matière de prévention, comment est-ce que vous travaillez sur le terrain, que ce soit la police, la gendarmerie? Alors, on va actuellement, dans le cadre de cette campagne de rentrée scolaire, on se déplace, on est aux abords des écoles, les collègues délivrent un message préventif, ils font des contrôles, ils distribuent du matériel, en l'occurrence ils distribuent des boîtes de bonbons qui sont un support pour rappeler ce message, pour rappeler ces messages de prudence, qu'on doit être attentif aux abords des écoles, qu'on doit ralentir, qu'on doit s'attendre à l'imprévisible et le cas échéant pouvoir réagir. Et puis que garder toujours à l'esprit qu'un enfant, il ne va pas réagir comme nous, il n'a pas la même vision qu'un adulte et il n'a pas la même chose dans la tête, dans l'esprit. Donc pensons qu'ils peuvent être distraits, qu'ils peuvent être imprévisibles, qu'ils peuvent traverser quand il ne faudrait pas. Alors, on va peut-être cadrer cette petite boîte qui contient surtout 5 conseils. Au dos, si on les dit, avec un enfant, il faut s'attendre à tout. Ralentissez, soyez toujours prêts à freiner, arrêtez-vous complètement au passage piéton, à proximité des écoles, soyez doublement vigilants. Ce n'est pas de loin la première fois qu'on entend ces messages-là, on les entend depuis des décennies, et pourtant on doit toujours les répéter. C'est une sorte de ritournelle qu'il faut surtout ne pas arrêter d'effectuer. On se rend compte effectivement que ce sont des messages qu'on doit répéter, qu'on doit compléter, qu'on doit rediffuser, rappeler aux gens. Un enfant, il est éduqué de par l'enseignement qu'il reçoit à l'école par nos collègues de la prévention routière à ne jamais traverser la route si la voiture n'est pas complètement arrêtée. On regarde à droite, à gauche et à droite. Voilà. Oui, mais tant que la voiture n'a pas les roues arrêtées, l'enfant ne va pas traverser. Et puis j'aimerais compléter en disant que quand on éduque nos enfants à la circulation routière, quand on traverse la route avec eux, quand on fait le chemin de l'école, appliquons nous aussi cette règle d'attendre que la voiture soit arrêtée pour traverser. J'ai été personnellement confrontée il y a quelques jours à une maman qui s'est jetée sur un passage piéton devant moi. Alors oui, elle avait la priorité effectivement, mais je pense que si on veut être prudent, parfois il faut renoncer à cette priorité et puis respecter cette règle qu'on ne traverse la route que quand les roues sont arrêtées. Alors ça, on va peut-être recadrer la petite boîte de bonbons, très sympa, avec le logo d'un enfant souriant qui a le plaisir à la fois d'être sur les lignes jaunes et à la fois d'aller à pied à l'école. On va dire que c'est un double message. Et puis, moi j'ai envie de savoir aussi au niveau de la police, comment est-ce qu'on fait passer le message via les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, le 21e siècle, c'est le siècle des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut aussi utiliser cette forme-là? Alors, il y a ce Facebook Live actuellement, ou d'autres façons pour faire passer ce message? Alors effectivement, on utilise les réseaux sociaux pour passer le message, pour partager les messages, les campagnes, entre autres celle du BPA qui est diffusée aussi actuellement sur les réseaux sociaux. On profite des réseaux sociaux pour répondre aux interrogations des gens, puisqu'on reçoit passablement de demandes par message personnel. Les gens ont des interrogations, ils ont des questions, ils ont des craintes. Et puis par ce biais, on peut leur apporter une réponse sans qu'ils aient forcément besoin de se déplacer dans un poste pour voir un policier ou un gendarme. Et puis ça leur permet d'échanger, de poser des questions, de rassurer dans certains cas spécifiques. Par le biais de ces échanges, on peut engager un collègue qui va aller au contact de la population pour faire une action concrète. Terrain, vraiment. Voilà. Tout à fait. Nicolas Klessler, on va en parler un petit peu de cette campagne de prévention du BPA en mots, et ensuite on regardera un certain nombre de vidéos. En quelques mots, quel est le message vraiment qu'on veut rappeler du côté du BPA pour cette rentrée scolaire? Alors le message, on a dit, attention, un enfant, ça surprend,
Soyez donc toujours prêts à réagir. Cette campagne, comme vous l'avez dit, elle se décline sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, c'est incontournable. Mais l'objectif principal était d'accompagner l'usager de la route tout au long de la journée. Raison pour laquelle vous ne verrez pas de spot télé, par exemple, juste avant le 19h30, puisque généralement la personne est à ce moment-là à son domicile. Mais vous la verrez en ouvrant votre smartphone le matin. Vous allez ensuite vous rendre à une station-service pour faire le plein. Vous avez ça sur votre écran. C'est des piqûres de rappel. C'est des piqûres de rappel constantes au fur et à mesure de la journée qui vont permettre d'imprimer et d'enregistrer le message de la part de l'automobiliste. Est-ce qu'on peut considérer que le BPA a réellement des relais sur le terrain ou ça c'est plutôt un travail de police, de gendarmerie? Alors la campagne, ce n'est pas le BPA. La campagne, c'est le BPA avec les polices cantonales, avec les polices municipales. Ce sont pour nous vraiment des relais sur le terrain qui sont très importants, qui mettent en place des actions. Donc c'est vraiment l'interlocuteur premier dans cette campagne de la population, sans oublier notre grand réseau que nous avons de 1200 délégués à la sécurité, employés par des communes généralement, beaucoup de policiers, il faut le dire, à travers la Suisse, mais qui ont aussi une formation au niveau de la sécurité routière et qui leur permettent à certains endroits d'agir sur la visibilité, puisqu'il ne faut pas oublier qu'un enfant, il est plus petit, donc une simple aide-tuyau peut être très dangereux pour un enfant. Florence Maillard, un policier sur le terrain, un gendarme sur le terrain, c'est monsieur conseil et monsieur écoute, à quelque part. Un gendarme, un policier, c'est la personne qui peut répondre à des interrogations, qui peut répondre à des plaintes, qui peut apporter une expertise au sens de tout ce qui est contenu dans la loi sur la circulation routière. C'est quelqu'un qui est là pour être au contact et à disposition du citoyen. Alors oui, il peut y avoir un côté répressif, mais de prime abord, et la première mission du policier, du gendarme, c'est d'être au bénéfice du citoyen, à son écoute. Vous m'avez fait la passe, hein, là, j'ai plus qu'à marquer le but vide. Répression, quand même, c'est ces fameuses campagnes radar, souvent en lien avec les rentrées scolaires. Ça, c'est pas un mythe, hein, c'est une réalité. Pourquoi, justement, jouer toujours sur ces deux aspects, prévention et puis ce côté répression? Alors, la prévention routière dans le domaine du radar, elle a trois piliers. On a le niveau informatif. Ça peut être les panneaux que vous voyez au bord de l'autoroute qui vous indiquent que 260 ou 300 personnes se sont vues retirer leur permis de conduire suite à des contrôles sur l'autoroute. C'est les radars fixes. Oui. Qui sont une manière préventive. Les gens savent que ces radars existent, les gens savent que ces radars vont prendre des photos s'ils sont en infraction. Et puis c'est le côté répressif, puisque visiblement il y a encore des gens qui n'ont pas compris les deux premiers messages. Donc on a le troisième volet qui est le côté répressif. Mais il faut quand même savoir que près de 97% de la population respecte les vitesses. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui on a aussi le problème du natel au volant. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pratiquement pas il y a 20 ans, très peu il y a 10 ans, mais qui fait celui-là plutôt, j'imagine, en augmentation. Est-ce que là aussi, on essaye un petit peu de cibler, de dire attention, vous êtes conducteur, il suffit d'être 1 ou 2 secondes sur votre smartphone et pouvez malheureusement shooter un enfant? Oui, tout à fait. C'est une problématique, c'est quelque chose contre lequel on lutte au quotidien. Il y a des gens qui sont dénoncés, il y a des gens qui perdent leur permis. Il faut savoir que d'utiliser son attel au volant, ça peut avoir des conséquences graves sur le permis et d'autres conséquences administratives. Mais malheureusement, c'est un message qu'on peine à faire passer, même si on le répète. En quelques secondes, une vie peut basculer. En quelques secondes, vous pouvez tout perdre, ou une personne peut tout perdre parce que vous avez le nez sur votre smartphone. Parce que oui, vous aviez un message urgent, ou oui, ce mail-là, il fallait l'envoyer avant telle heure. Mais les gens ont peine à prendre conscience du danger qu'ils occasionnent pour eux-mêmes et pour les autres. On a tendance à penser que la solution à ce problème pourra peut-être venir de la technique, avec des dispositifs qui couperaient l'utilisation d'une attelle dans la voiture, parce que c'est vrai qu'en regardant aujourd'hui quand on vient les uns et les autres sur le chemin du travail, eh bien malheureusement, il y a un nombre très conséquent d'usagers qui n'ont pas conscience de ce danger. Nicolas Kessler, éduquer l'adulte et éduquer le parent. J'imagine que ça vous parle. Alors effectivement, la priorité, elle est sur le développement de l'enfant dans la sécurité routière, mais un enfant, c'est imprévisible. Donc il est très important d'axer aussi nos campagnes de sensibilisation sur les adultes, et c'est justement le cas de cette campagne. Et je dirais, dans le cadre en ce moment de cette thématique, c'est de permettre aux parents de comprendre, on l'a tous oublié,
qu'un enfant, il ne voit pas la circulation routière comme nous, on la voit en tant qu'adulte. Déjà, au niveau de la taille, un enfant de 4-5 ans, c'est environ 1 mètre. Nous faisons ici environ 1,70 m, 1,80 m. Et je dirais c'est un élément qu'on a voulu mettre en application dans cette campagne, au moyen de la petite boîte qu'on a juste devant nous, et qui permet, à l'aide d'une application de réalité virtuelle, de voir le monde de la circulation routière au travers des yeux des enfants. À l'échelle d'un enfant. Vraiment. À l'échelle d'un enfant. Et il est bluffant, sincèrement, pour l'avoir fait plusieurs fois, de voir à quel point on a très vite oublié qu'un danger, on ne le voit pas arriver en tant qu'un enfant. Je vous propose qu'on regarde l'une des vidéos qui font partie du concept lancé actuellement, puis ensuite on y revient. Enlever les voitures. J'inventerai plein de passages piétons et plein de feux rouges. Les escaliers, après c'est un toboggan d'eau, après ça te laisse à l'école. Et tu peux aller en maillot de bain, tu vas, après ça te laisse direct dans l'école. Et qu'ils inventent plutôt des voitures qui n'ont pas un moteur hyper vite comme les Ferrari et les Porsche. Non, et les Porsche. Non, oui, les Porsche. Je te mets 5 jours en prison. Allez, on vient mon petit. On pourrait mettre des coussins qui sortent des voitures pour que ça fasse moins mal. Sur la route, des matelas. Je déciderai qu'il n'y aurait plus de voitures. Tu vas ici, après tu vas... Attends, je peux l'expliquer. Si ici il y a un trou, il doit passer pas dans le trou. S'ils dépasseraient la limite, moi je leur donnerais des amendes. 10 000 francs. On accueille un nouvel invité. Bonjour. Bonjour à vous. Gwenaël Bonhomet, vous êtes membre de l'ATE. Vous occupez notamment du Pédibus, c'est pour cela on vous a invité. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu la réalité du Pédibus dans le canton de Vaud. Si on prend ces 5-10 dernières années, j'imagine qu'il y a une prolifération de ce qu'on appelle les itinéraires Pédibus dans le canton. Tout à fait. Alors, le Pédibus est né il y a 20 ans, exactement. On fête les 20 ans aujourd'hui. Et en 20 ans, le Pédibus est vraiment développé dans toute la Suisse romande. Et aussi maintenant en Suisse allemande et au Tessin. Donc il y a vraiment un développement. Dans le canton de Vaud, par exemple, on a 30% de lignes en plus en l'espace de 2 ans. Donc il y a un vrai intérêt des parents pour le Pédibus aujourd'hui. Il y en a combien à peu près de lignes Pédibus aujourd'hui dans le canton? Alors dans le canton de Vaud, il y en a 80 aujourd'hui. Et voilà, ça se développe chaque année, 5 à 10 de plus chaque année. Est-ce qu'on a des districts ou des villes où le Pédibus, j'ai envie de dire, est mieux implanté? Ou à contrario des régions peut-être un peu plus reculées où le Pédibus peine un petit peu à arriver? Il n'y a pas de règles liées à grande ville ou petite ville, il y aurait plus ou moins de pédibus. Il y a effectivement des villes où ça fonctionne mieux, parce que soit la commune derrière est vraiment promeut le pédibus, soit on a aussi la police localement qui fait un travail, ou des parents qui sont vraiment intéressés, donc c'est vraiment au cas par cas. Il y a des villes où tout d'un coup ça prend et ça fait un peu boule de neige. Des parents font une ligne, d'autres se disent « Ah ouais, tiens, c'est quoi ça, c'est une bonne idée ». Une autre ligne naît, et du coup finalement il y a des réseaux qui se créent comme ça, et qui s'auto-entretiennent quelque part dans la promotion. Ces lignes de pédibus, elles sont soit lancées souvent par des choix de municipalité ou de conseils généraux qui décident voilà, de se dire on va miser, on va aussi investir un peu d'argent pour cela, mais ça vient aussi souvent des mamans, des parents. Ça vient un tout petit peu des deux côtés, j'ai envie de dire. Il y a effectivement les deux. C'est quand même un projet vraiment des parents. Les lignes de pédibus sont vraiment gérées par les parents. Donc c'est vraiment un groupe de parents qui ensemble décident de s'organiser ensemble pour aller à pied à l'école, accompagner les enfants. Donc c'est un projet des parents, effectivement. Après, il y a aussi un travail de la part des communes, des municipalités qui peuvent vraiment faire démarrer des lignes. Mais à la base, c'est un projet de parents. C'est vraiment la volonté de sécuriser le chemin de l'école de Montbamba. Oui, il y a beaucoup de raisons de faire le pédibus. Beaucoup de parents, il y a plusieurs raisons possibles. La sécurité est effectivement une des questions principales parce que de plus en plus de parents ont une crainte sur le chemin de l'école. On a plus de voitures qui vont avoir des écoles, du coup il y a déjà une insécurité réelle et en plus il y a une perception de l'insécurité qui est forte de la part des parents. Mais parfois elle est même fausse, c'est presque peut-être exagéré dans certains cas. Il semblerait que la sensation d'insécurité soit plus grande que l'insécurité réelle, donc le ressenti. Mais du coup ceci a un impact négatif parce que les parents ont peur, du coup se disent je vais en voiture pour protéger mon enfant, alors que justement ça fait du coup un cercle infernal quelque part. On se mouvoie en groupe de quoi?
5, 10, 15 personnes à peu près en moyenne, j'imagine. Oui, un pédibus, c'est entre 5 et 10 personnes. Voilà. C'est quand même pas sans danger. Rien n'est sans danger. Aller à l'école, que ce soit en voiture, en scooter, en trottinette, à pied, c'est de toute façon, il y a forcément un danger, c'est évident. On a vu les chiffres avant, il y a des accidents chaque année. Le pédibus est une des manières les plus sûres de le faire. En 20 ans, on n'a pas eu d'accident suffisamment grave pour qu'on en entende parler, en tout cas nous, à la TE qui promouvons le pédibus. L'idée, c'est quoi? C'est, par exemple, si on prend un groupe de 10 enfants, hein, pour faire une moyenne, c'est d'abord quoi? 2 adultes qui les accompagnent? Alors justement, on a des recommandations qui ont été dictées avec le Bureau de prévention des accidents qui recommande un accompagnant pour 6 enfants. Okay. Si le pédibus a plus que 6 enfants, c'est 2 accompagnants recommandés. Et il y a aussi toutes des recommandations sur la visibilité, parce que c'est effectivement le point clé hein, de faire diminuer les dangers. Et on fournit du matériel de sécurité, autant aux parents qui ont des gilets du coup orange bien visibles, aux enfants qui ont des triangles que la police fournit aussi. Et l'hiver, maintenant, on a même des pèlerines jaunes, donc on ne peut pas rater le pédibus. C'est-à-dire qu'entre des enfants qui vont tout seuls ou avec leurs parents, habillés un peu sombres, la nuit, l'hiver, et un groupe de 5 à 10 enfants bien encadrés, bien visibles, on augmente la visibilité et du coup la sécurité. L'inattention, comment elle se gère? J'ai l'impression que c'est peut-être la question la plus difficile à répondre dans toute cette dynamique du chemin de l'école. C'est clair qu'on a un groupe d'enfants, donc on peut avoir les enfants sont excités, c'est sûr que ce qu'on recommande, nous, c'est déjà de bien préparer. Un tracé qui est sûr, qui n'est pas forcément le plus court, des fois un tracé un peu plus long peut améliorer vraiment la sécurité. On demande aussi aux enfants de se déplacer 2 par 2, avec toujours l'accompagnant qui surveille bien le groupe. Et du coup, c'est comme ça qu'on prévient. Et pour les plus petits enfants, on propose de mettre une corde où les enfants donnent la main. Et ça permet du coup, on peut être inattentif, mais on est toujours attaché à la corde ou au moins attaché à son voisin. Donc quelque part, on baisse les dangers. On développe aussi la volonté, on va dire, de sociabilisation de l'enfant. Oui, alors on a parlé effectivement là beaucoup de la sécurité parce que c'est le thème de l'émission, mais il y a aussi toutes les rencontres que ça crée dans les quartiers, autant pour les parents que pour les enfants. Maintenant, on a aussi les grands-parents qui participent au pédibus, donc on a jusqu'à 3 générations qui se retrouvent ensemble. Donc il y a à la fois le côté sécurité, social, bien sûr écologique, environnement, ça c'est aussi un sujet d'actualité, et après la santé qui est aussi un autre thème fort du pédibus. Oui. Et justement, on sait les problèmes d'obésité hein, dans notre société. Si un enfant de 4, 5, 6 ans prend l'habitude déjà de se mouvoir pour aller à l'école, peut-être 15 minutes, 20 minutes, bah peut-être il évitera de tomber justement dans ces problèmes d'obésité ou plus tard, voire pas du tout. Sur tous les points que j'ai évoqués, que ce soit santé, sécurité ou environnement, de donner les bonnes habitudes aux enfants justement au plus jeune âge, c'est après des enfants qui vont même devenir c'est le meilleur moyen, des adultes qui voilà. qui auront les bons réflexes. Et puis en termes de santé, un enfant qui fait le pédibus tous les jours peut faire jusqu'à 1 heure de trajet à pied, du coup de mobilité active. Et l'OMS recommande justement 1 heure d'activité physique minimum par enfant. Donc on est vraiment dans le tir. Donc on est déjà dans le tir, oui, effectivement. Comment est-ce qu'on peut développer maintenant à 2-5 ans peut-être le pédibus dans le canton? Alors nous, on continue vraiment à faire un travail de terrain, de promotion, que ce soit dans les classes, on travaille beaucoup avec le canton aussi, avec la police, on a différents partenaires. Donc vraiment travailler, informer les parents, les enfants le plus possible par différents canaux. Et je pense qu'il y a encore un beau développement. Là, on voit que chaque année, on a quasiment 10 lignes de pédibus en plus. On a 80 lignes dans le canton. Les 100 lignes, on les passera, je pense. Rapidement. En tout cas, c'est notre souhait et on travaille dans ce sens-là. Merci Gwendoline Balomer d'avoir été notre invité. Je vous propose qu'on enchaîne justement, parler de chemin de l'école, de plaisir aussi d'aller à l'école par cette petite vidéo qui a été réalisée par des élèves sur la Riviera, commandée par la police cantonale.
Nicolas Kessler, on a parlé beaucoup de prévention, de sécurité, mais mettre aussi peut-être en avant le plaisir que doit avoir un enfant finalement à aller de son domicile à l'école. Tout à fait. Là, on parle de sécurité routière. Je pense que ces petites vidéos sont très frappantes, ainsi que celles qu'on a sur notre site de campagne. À aucun moment, l'enfant met en avant l'aspect sécuritaire du trajet jusqu'à l'école. Pour lui, c'est du plaisir, c'est s'amuser, c'est rigoler, c'est l'esprit de camaraderie. Et c'est pour ça qu'en tant qu'automobiliste, il faut toujours penser à cet aspect-là, que l'enfant n'est pas en train de se dire « Ah, c'est pas ici que je dois traverser », mais que peut-être c'est « Ah, j'ai vu mon copain de l'autre côté de la route et je vais traverser à ce moment-là », alors que l'automobiliste s'y attend pas du tout. Je vous propose, avant de passer à notre dernière rubrique qui est celle des questions, de passer une seconde vidéo du BPA. On en discute après et ensuite on termine avec les questions. Vraiment, j'étais en train de traverser. Là, sur le grand trottoir, eh bien, il y avait une place là où je pouvais traverser. Le problème, là, c'est qu'il n'y a pas de passage piéton, c'est pour ça. Aussi, on tombe à cause de la balle, après on tombe à la route, après il nous écrase. Après, il y a un jour qui passe et après... Ouais. Enfin, il y a des gens qui s'arrêtent pas, mais la plupart des gens s'arrêtent. On peut s'écraser sur une voiture. Il y avait une voiture qui était sur la route des vélos. Pour aller à la maison, elle a fait... Moi, j'ai vu un noir, mais l'autre, je pensais que c'était rouge. L'hélicoptère. L'ambulance. Nicolas Kessler, ce qui moi me frappe dans ces vidéos, c'est la spontanéité de ces enfants. Exactement. C'est vraiment, je dirais, ce n'est pas passé notre campagne, mais je pense qu'en tant que parent aussi, je partage cet avis, c'est exactement la vision de l'enfant qu'il a de la sécurité routière et de mettre, par exemple, comme solution des coussins sur une route, parce que si on tombe, ça fait moins mal. Quelle spontanéité, et je dirais quelle naïveté, mais dans le bon sens du terme. Et vraiment, je pense que ça nous rajeunit tellement. Il y a des idées géniales, franchement. Il y a des idées géniales. Dans quelle mesure sont-elles exploitables? Là est l'autre question. Mais oui, ça rajeunit et ça fait sourire dans un thème qui, malheureusement, est souvent plus la source de soucis et de préoccupations. Je vous propose qu'on passe à notre dernière rubrique, les questions des internautes. La première question pour Florence Maillard, qui vient de nous arriver, cette question, puisqu'il y a la possibilité de poser vos questions en direct. Il y a le phénomène depuis quelques années de la disparition d'un certain nombre de passages piétons. Comment est-ce qu'on arrive justement à expliquer, peut-être à rappeler le pourquoi du comment, et comment maintenant est-ce qu'on arrive à gérer dans certains endroits où il y avait le passage piéton, maintenant il n'y en a plus au niveau de la sécurité des enfants? Alors, il est possible que certains passages piétons aient disparu dans les zones de rencontre, Voilà. puisque dans ces zones où la vitesse est fortement limitée, eh bien, les piétons ont la priorité en tout endroit où ils souhaitent traverser. C'est ce qu'on appelle les zones 20 km/h. Tout à fait. Les zones de rencontre. Donc, ben voilà, les piétons sont prioritaires dans ces zones. Donc, les automobilistes y ont toujours accès, mais ils doivent être particulièrement prudents et être attentifs. Encore une fois, un enfant est imprévisible, il peut traverser pour rattraper son chien, son chat, son ballon, son copain, quoi qu'il en soit, il peut vouloir traverser à un moment donné, alors qu'une voiture arrivait, alors que l'adulte pense que l'enfant l'a vu, hein, mais l'enfant il a autre chose en tête, il n'a pas les mêmes préoccupations que nous, et puis peut-être qu'il va traverser un jour devant une voiture, et c'est à nous, conducteurs, d'être prêts à l'imprévisible, d'être prêts à freiner à tout moment quand on est dans ces zones. À qui peut-on s'adresser si notre chemin pour aller de notre domicile au bus, parce qu'il y a aussi des enfants qui se déplacent à l'école en bus, peut poser un problème au niveau de la sécurité, où on aimerait créer justement un pédibus? Comment concrètement agir? Alors, si on souhaite créer un pédibus, bien évidemment qu'il faudra s'adresser à notre interlocuteur, via l'ATE, bien sûr. Si on a des craintes ou si on ressent une insécurité, on peut s'adresser à la commune de son domicile ou éventuellement à l'autorité scolaire également, qui pourront contribuer ou apporter des réponses.
En dernier recours, dans les cas particuliers, un gendarme, un policier de la région peut se pencher sur la question, apporter des conseils. Et je suggère que chaque parent puisse utiliser le chemin de l'école quand il y accompagne son enfant, que ce soit une opportunité pour l'enfant, une opportunité d'apprendre, de devenir indépendant, d'acquérir une autonomie, d'être responsable. Donc le parent peut accompagner son enfant peut-être plusieurs fois dans un premier temps pour repérer les dangers, pour lui indiquer les bons réflexes, pour lui rappeler les bons réflexes. Et puis ensuite, peut-être rappeler les parents de bien équiper les enfants avec des habits visibles, avec des pièces réfléchissantes si les enfants doivent se déplacer en soirée ou quand la luminosité est moins bonne. Mais c'est vrai, Nicolas Kessler, beaucoup d'enfants partent de leur domicile, vont à l'école, et d'autres, souvent, doivent encore prendre le bus. Finalement, ça met peut-être une difficulté supplémentaire, un risque supplémentaire qu'il faut gérer. Alors effectivement, ça ne facilite pas les choses, surtout en campagne où les distances entre les écoles peuvent être plus grandes. Mais il ne faut pas oublier, comme vous l'avez dit auparavant, l'objectif, au fond, d'une éducation, c'est peut-être philosophique, mais c'est de rendre l'enfant indépendant, autonome, dans tous les domaines, pas seulement de la circulation routière. Et si on ne le confronte jamais à cette situation, en l'amenant par exemple toujours en voiture à l'école, jamais il sera autonome. Et c'est peut-être à l'âge de 15 ans, lorsque tous ses copains iront à l'école, qu'il s'affirmera et dira « maintenant moi je veux aller avec mes copains », que pour la première fois il évoluera dans la circulation et il sera perdu à ce moment-là. Donc dès le plus jeune âge, accompagnez-le. Et oui, accompagnez-le peut-être une fois de trop, mieux vaut une fois de trop qu'une fois de pas assez. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités. Merci également à Gwenaël Bonhomet qui a laissé sa chaise pour la fin de cette émission. Le prochain Facebook Live, vous pouvez noter dans votre agenda, ce sera lundi 28 octobre, 16h. Et puis le thème, Florence Maillard, les cambriolages au crépuscule. En deux mots peut-être. Eh bien, c'est le changement d'horaire, on passe à l'heure d'hiver et puis on va essayer d'apporter quelques bons réflexes en matière de prévention contre les cambriolages. Qu'est-ce que tout un chacun peut faire pour se prémunir, pour protéger son habitation et puis essayer de déjouer le risque de cambriolage qui augmente quand on passe à l'heure d'hiver, puisque malheureusement les gens qui pourraient être tentés de faire des vols par effraction peuvent facilement se rendre compte si une maison est habitée ou pas, puisque en soirée, eh bien, s'il n'y a pas de lumière, ils ont déduit des fois que c'est inoccupé. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir suivis. Donc rendez-vous à fin octobre pour le prochain Facebook Live. Bonsoir.